après ces petites installations techniques avec 2 micros. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Donc, on m'a dit que j'avais en face de moi des champions des mathématiques et j'ai choisi de vous parler, de vous faire une promenade mathématique chez les champions olympiques. Alors, je ne sais pas si certains de vous pratiquent le sport à très haut niveau. J'en connais un, en tout cas, qui l'a fait. Donc, le sujet de la conférence, c'est la course à pied. Comment est-ce qu'on court de la meilleure façon possible, c'est-à-dire comment est-ce que le corps va optimiser ses ressources, son effort, pour faire le meilleur temps possible. Alors ça, c'est qu'en général une question qu'on pose plutôt au champion ou à l'entraîneur, mais moi je vais essayer de vous apporter aujourd'hui une réponse mathématique qui est cohérente avec tout ce que les entraîneurs savaient, c'est-à-dire qu'on va retrouver, grâce aux équations, des informations que l'on connaît dans le monde du sport. Alors déjà, on commence par un petit peu de vocabulaire, l'optimisation, la course optimale. Donc ça, c'est du vocabulaire, je dirais, de français. Ça veut dire quoi, faire sa course optimale? Ça veut dire je me fixe une certaine distance, votre distance préférée ou celle qui vous paraît la plus facile, 100 mètres, 400 mètres, 1500 mètres, 10 000 mètres, le marathon. Et je me dis, comment est-ce que je dois courir pour faire le meilleur temps possible par rapport à mes capacités? Donc mes capacités, c'est ma capacité respiratoire, ma capacité musculaire, et mes forces, etc., etc. Et la réponse, si on cherche à optimiser, ça se fait avec une branche des mathématiques qui s'appelle justement l'optimisation. C'est une branche de l'analyse ou le contrôle optimal, où on va essayer d'écrire des équations qui vont nous donner la solution. Donc on va essayer de calculer, de déterminer à chaque instant 3 fonctions du temps, qui sont la vitesse que doit avoir le coureur, ça vous paraît assez logique, l'énergie qu'il a dépensée depuis le début de la course, et la force de propulsion qu'il doit fournir. Évidemment, pour avancer, il faut fournir une force interne qui va vous faire avancer. Donc la force, j'imagine que mon coureur est un point matériel. Pour simplifier aujourd'hui, il va courir tout droit. On ne va pas prendre en compte les virages. Et donc, on a un point matériel qui se déplace à une certaine vitesse V de t, avec une certaine énergie, et il fournit une certaine force. Alors le but, c'est d'essayer de vous convaincre qu'en fait, tout ça, on peut le déterminer de manière complètement analytique et théorique, sans avoir à parler aux biologistes, aux entraîneurs, etc., etc. On va rester dans les mathématiques. Oups, pardon. Alors, pour ne pas vous embêter tout de suite, j'ai quand même pris un exemple simple qui est l'exemple du 100 mètres. Alors, je suis désolée, je n'avais pas celui de Usain Bolt. Donc moi, ce qu'on m'a fourni comme temps, c'est le record du monde de 2011 de Blake. Mais enfin, tous les coureurs de 100 mètres courent de la même façon. Je ne sais pas si vous êtes au courant. On accélère, mais on n'accélère pas sur toute la course. À 60 mètres, on ralentit. D'accord ? Donc vous avez peut-être déjà remarqué, si vous avez regardé un championnat, qu'effectivement, on a toujours l'impression que les coureurs passent la ligne d'arrivée moins vite. Ils sont plutôt en phase de décélération qu'en accélération. Ce n'est pas seulement sur la ligne d'arrivée, c'est à partir de 60 mètres. Donc, je vais regarder ça avec vous, d'accord ? Donc, qu'est-ce que nous fournit les chronomètres ? Tous les 10 mètres, on connaît les temps de passage. Donc, c'est la deuxième colonne. À partir du temps de passage tous les 10 mètres, par une soustraction qui, je pense, sera de votre niveau, on est capable de calculer l'intervalle de temps que j'ai appelé delta t pour parcourir ces 10 mètres. Donc, je vous fais la lecture. Les 10 premiers mètres, 1,87, le coureur a démarré. Les 10 mètres suivants, 1,02, il va un peu plus vite, c'est normal. 10 mètres suivants, il les fait en 0,93, il accélère toujours. 10 mètres suivants, 0,88, 0,86, 0,85. Donc, effectivement, jusqu'à 60 mètres, le delta t est de plus en plus petit, ça veut dire que le coureur va de plus en plus vite, qui est ce qu'on attend. Mais à 60 mètres, si vous regardez ce qui se passe, on réaugmente. C'est-à-dire qu'à jusqu'à 60 mètres, il a accéléré et qu'à partir de 60 mètres, il va en fait ralentir. D'ailleurs, les 10 mètres suivants, il va les faire en 0,86, 0,86, 0,87 et 0,88.
Donc on a le dernier tiers de la course qui se fait en décélération. Et ce n'est pas parce qu'il a raté sa course, ce n'est pas parce qu'il s'est fait doubler. J'ai choisi cette course-là parce qu'il fait toute la course en tête, donc il n'y a pas d'effet de il y a un tel qui me double, etc. Non, non, non. Tous les champions courent le 100 mètres comme ça, avec un dernier tiers de course qui est en décélération. En fait, toutes les courses jusqu'aux 400 mètres se courent de cette manière-là. Et c'est lié à l'optimisation de l'effort. Donc que ce soit du 100 mètres au 400 mètres, les courses se font en accélérant très fort au début, ça vous sentez ça assez spontanément, on accélère, on atteint sa vitesse pic qu'on va arriver à tenir, mais le dernier tiers de course se fait toujours en décélération. À partir du 800 mètres, on change de façon de procéder, ce qui fait que la course se fait avec une réaccélération en fin de course. Alors le 800 mètres, comme me l'avait fait remarquer Martin, qui est un ancien champion, est une course très particulière. En tout cas, à partir du 1500, on a une accélération, une vitesse de croisière et un sprint en fin de course. Et cela est compréhensible grâce aux mathématiques. Donc j'espère que je vous ai donné envie d'en comprendre un peu plus. Je vais en tout cas essayer de vous donner quelques explications. Donc pour essayer de comprendre ça, qu'est-ce qu'on fait dès qu'on a affaire à de l'énergétique, on a deux principes de physique de base qui sont le principe fondamental de la dynamique. En principe, vous en avez vu un tout petit peu en seconde, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc le principe fondamental de la dynamique, ou deuxième loi de Newton, elle dit quoi ? Elle dit si je suis immobile, si je ne bouge pas, ça veut dire que toutes les forces qui s'appliquent sur moi se compensent. En revanche, si je suis en mouvement, ça veut dire que l'ensemble des forces qui s'appliquent sur moi créent un mouvement dans une certaine direction, et cette somme des forces est en fait égale à l'accélération, c'est-à-dire la variation de vitesse est égale à la somme des forces appliquées. Deuxième loi fondamentale, avec ça, avec un principe comme ça, on peut a priori gérer la performance sur tous les sports d'endurance, que ce soit la course, l'aviron, le ski de fond, le patin de vitesse, la natation. On change la dynamique, on adapte le cyclisme, on adapte la dynamique. Il suffit d'aller chercher le bon bouquin de physique pour avoir la liste de toutes les forces qui peuvent s'appliquer sur le bonhomme, et vous êtes bon. Deuxième loi de base, il n'y a rien qui se crée, rien qui se perd en énergie. Tout ce que j'ai, disons que tout ce que je dépense est lié à ce que j'ai et je n'ai pas de perte en route. Donc ça veut dire quoi ? En d'autres termes, ça veut dire que le travail de mes forces va être égal à la variation d'énergie plus éventuellement ce que je peux créer. Alors ce que je peux créer quand on court, c'est l'énergie qui vient de l'oxygène. Donc j'ai essentiellement deux sources d'énergie quand je fais de l'exercice physique. J'ai mon alimentation, pour simplifier, mon énergie anaérobie, d'accord, mon stock, et puis je respire. Donc le fait de respirer va me permettre d'accumuler de l'énergie respiratoire, c'est-à-dire que l'oxygène de l'air, je le transforme dans mes poumons en énergie à l'intérieur de mon corps. Bon, donc ça me fait mes deux sources qu'ils appellent l'énergie aérobie, anaérobie. Il est connu que quand on court un sprint, on est quasiment en anaérobie, c'est-à-dire le mécanisme respiratoire n'a pas tellement le temps de se mettre en route. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il se met lentement en route, mais il se met en route en fin de course, et c'est ça qui va être lié à la diminution de vitesse. Bien, donc les bilans d'énergie, il faut aller regarder, il faut se documenter un peu. Et pour ceux qui sont spécialistes, on prend bien en compte la VO2 max, c'est-à-dire le débit d'oxygène dans les poumons. D'accord ? Le débit d'oxygène dans les poumons qui va dépendre de votre capacité respiratoire, qui n'est pas la même pour quelqu'un qui est assis que quelqu'un qui court, qui n'est pas la même pour quelqu'un entraîné que pour quelqu'un qui ne l'est pas. Donc ce débit d'oxygène est lié à la capacité de transformer l'oxygène en énergie pour courir, et donc on le prend bien en compte dans nos bilans. Alors, juste pour ceux qui sont vraiment curieux, un petit transparent avec des équations, parce que moi les équations c'est quand même ma vie.
Donc, juste pour introduire mes notations, la vitesse, c'est V, l'accélération, c'est A. Donc, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc, c'est la variation de vitesse. Ce que je vais appeler F, c'est la force de propulsion. Les forces de frottement, j'en tiens compte. Et E, c'est en fait le stock d'énergie anaérobie qui me reste. Donc, avec ça, je vous ai dit, j'ai deux principes de physique, ça me fait 2 équations. Alors évidemment, c'est un peu embêtant parce que finalement, si on compte, j'ai quand même 3 inconnus. Parce que A ou V, c'est un peu la même chose, puisque l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc j'ai V comme inconnu, j'ai F et j'ai E. Donc j'ai 3 inconnus et j'ai que 2 équations à écrire. Alors la question, c'est comment est-ce que je vais récupérer une 3e équation ? La 3e équation, c'est le fait que je veux faire le meilleur temps possible. D'accord ? Donc je vais fermer mon système avec une équation qui est je veux optimiser. Alors je vous ai dit, pour ceux qui sont curieux, si jamais vous êtes perdus, je ne vais pas rester longtemps sur des choses comme ça, mais il me semble que c'est quand même intéressant de voir que les équations n'atteignent pas un degré de complexité phénoménal, elles restent compréhensibles, même dès qu'on a un peu de curiosité. Donc le principe fondamental de la dynamique, je vous ai dit, c'est la variation de vitesse dv dt qui est égale à la somme des forces. Dans un modèle le plus simple possible, la somme des forces, il y en a 2. Il y a F de t, la propulsion, et il y a le frottement. Le frottement, il y a plusieurs façons de le modéliser. Les physiciens, en général, ont toujours des lois très simples qui consistent à dire, si j'ai une petite vitesse, je fais un petit développement. Donc la première façon de développer, c'est de dire je suis linéaire, donc je suis proportionnel à la vitesse. Si vous voulez compliquer, vous mettez proportionnel à la vitesse au carré, à la vitesse au cube, à la vitesse à la puissance 4. En fait, vous vous rendez compte que pour ce qu'on veut faire aujourd'hui, prendre quelque chose qui est linéaire en vitesse est suffisant. On peut compliquer, on peut réfléchir à s'il y a du vent. Si je suis à l'île de Bréa et que je cours contre le vent, comment ça se passe ? Ça ne se passe pas de la même manière. Voilà, donc les équations ont suffisamment de richesse pour pouvoir introduire le fait que vous êtes en train de grimper les Andes, etc., etc. Bon, donc on se met dans une situation simple, une ligne droite, à plat, sans vent. Donc on a une première équation qui va relier V, sa dérivée, la force de propulsion. Sachant que la force de propulsion, elle a une borne, c'est-à-dire que vous sentez bien que vous n'avez pas une capacité infinie à courir. C'est-à-dire qu'il y a un moment, même avec la meilleure volonté du monde, il y a une limite que vous ne dépasserez pas. Donc F de t a une borne qui est F max. Et sur l'énergie, je ne vais peut-être pas entrer dans le détail de cette variation, mais c'est essentiellement le travail de la force de propulsion, F de t, V de t, qui est égal à ce qu'on crée, sigma, c'est-à-dire ce qu'on crée grâce à l'oxygène, et la variation d'énergie anaérobie, c'est-à-dire ce qu'on avait et ce qu'on est en train de transformer en énergie pour courir. Bon, et la 3e équation, je vous ai dit, il nous en faut 3. La 3e équation, c'est mon équation d'optimisation qui fait que le problème est complexe à résoudre. C'est-à-dire que les 2 premières, c'est quand même assez standard. On se fixe des données au départ, de faire évoluer le temps pour voir comment ça évolue. Mais la dernière est plus complexe, elle est à la fois très simple à expliquer avec des mots français. Je me fixe une distance d à courir et je veux le faire le plus vite possible. C'est très clair à comprendre. Donc je veux minimiser le temps t dans lequel je cours la vitesse. C'est moi qui m'en mêle les méthodes. Je veux minimiser le temps t pour courir sur une distance d. Alors, juste un petit rappel sur... Ah, si je n'ai pas assez de fil, c'est pas bon. C'est bon. Non, ça va. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, on a en général des distances, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, etc. Et on a des delta t. Donc ces delta t, ça permet de tracer une courbe qui est la distance parcourue en fonction du temps. Donc la distance parcourue, en fait, je sais que mes points, ils vont être pour le 100 mètres à 10, 20, 30, etc. Et là, ça va être delta t1, delta t2, etc. Donc j'ai une courbe distance au temps.
J'imagine que vous avez une idée que si je trace ma courbe distance-temps, la vitesse, c'est la tangente à la courbe. Bon, et cette courbe, pour un champion, si on a une bonne technologie, alors je ne vais pas vous faire de pub pour des montres ou des chronomètres, mais avec une bonne technologie, on sait avoir une idée très précise de cette courbe-là. Alors, comment est-ce qu'on passe à autre chose ? Eh bien, on sait que la vitesse, c'est la tangente à la courbe. La vitesse, c'est aussi la distance, en gros, sur le temps passé. Donc, si je trace ma courbe de vitesse, que je vais vous montrer, je vous la trace en tout cas au début. La distance, c'est quoi ? La distance parcourue, c'est l'air sous la courbe. D'accord ? Donc, moi, ce que je cherche à déterminer par mes équations, c'est la courbe V de t. La voilà. Et je lui mets comme contrainte que je veux fixer l'air sous la courbe, qui est ma distance, je fixe l'air, et je veux minimiser le temps t où j'ai rempli l'air avec la distance grand D, donc par exemple 100 mètres. Je me fixe 100 mètres, je veux avoir une aire ici qui est 100, alors avec les bonnes unités, une aire ici qui est 100 et minimiser le point ici, donc il faut que ma courbe là s'adapte pour minimiser l'air. Problème presque géométrique. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe la chose suivante. Alors, il se passe que la courbe, je vous ai gardé quand même la surprise, la courbe, quand on la calcule, elle va monter, certes, et elle redescend. Ça, la courbe bleue, c'est la courbe obtenue par la simulation. Alors, j'insiste sur le fait que les équations ne servent pas juste à faire une simulation numérique. C'est-à-dire qu'on sait prouver avec des mathématiques, avec un théorème, avec un bloc de papier et un crayon, et sans ordinateur, que la courbe monte et descend. On n'a pas besoin d'aller chercher le code pour le savoir. Alors, ce que nous fournit le code, c'est qu'il nous fournit la valeur. Évidemment, je ne sais pas résoudre de façon analytique mon système couplé de ces trois équations et vous exprimer une solution analytique. Ça, non, ce n'est pas possible. Donc, j'ai besoin du code numérique pour aller chercher la solution. En revanche, je sais prouver, je connais les raisons de mon système qui font que ma distance diminue. Donc, voilà le 100 mètres de Blake. Qu'est-ce qu'il fait ? Il accélère, il ralentit. Et pour vous prouver que ma courbe est bien cohérente, qu'est-ce que j'ai fait ? Une fois que j'ai ma vitesse instantanée, je l'ai moyennée tous les 10 mètres. Ce sont les étoiles bleues qu'on ne voit presque pas. Et je l'ai comparée aux carrés rouges. Les carrés rouges, c'est-à-dire, j'ai fait l'opération 10 mètres, 10 divisé par le delta t de tout à l'heure. Ça me donne les vitesses moyennes tous les 10 mètres. Et on voit bien que les données expérimentales sont bien cohérentes avec mon calcul. L'avantage du calcul, évidemment, c'est que je n'ai pas juste la vitesse tous les 10 mètres, c'est que j'ai le profil de vitesse. Et puis, en fait, j'ai accès à beaucoup plus de choses. J'ai accès à la force, à l'énergie, à toutes les informations qui m'intéressent. Alors, juste une toute petite idée de pourquoi ça se passe comme ça. En fait, on peut prouver, c'est un théorème d'un papier qu'on a publié en 2014, donc je ne vous parle pas de maths de l'Antiquité. On peut prouver qu'on part, n'importe quelle course se fait avec un départ à force maximale. Donc le F de t commence avec la valeur Fmax, et si j'ai la valeur Fmax, en fait, je peux résoudre ma première équation. C'est quelque chose que vous apprendrez probablement l'année prochaine. Et ça donne une fonction qui est connue, qui fait partie des fonctions classiques, qui s'appelle la fonction exponentielle. Mais on ne tient pas une course à Fmax, même un Superman. Donc la force va diminuer, la vitesse aussi, et on peut quantifier la diminution de vitesse par rapport au taux de croissance de la VO2. C'est-à-dire que la diminution de vitesse est reliée à la façon dont vous atteignez votre débit maximal d'oxygène. D'ailleurs, plus vous atteignez un débit maximal d'oxygène lentement, plus vous allez baisser en vitesse.
plus vous atteignez un débit maximal d'oxygène vite, moins vous allez baisser en vitesse. Mais par contre, comme personne n'est capable d'atteindre un débit maximal d'oxygène instantanément, eh bien, il y a toujours cette chute de vitesse. Et ça, voilà, c'est un théorème qui est écrit, mais qui est écrit sur du papier, mais qui n'est pas encore publié. Donc, juste pour vous dire que je vous parle de choses qui sont très actuelles, parce que les notions de contrôle optimal dont on a besoin, pour prouver ces choses-là, qui sont pourtant pour un problème très simple, font appel à des mathématiques sophistiquées. Donc, numériquement, pour faire de jolies courbes, pour plaire aux gens, on peut faire des choses. Donc, on utilise un logiciel libre de droit, libre d'accès, que vous pouvez aller télécharger, si vous voulez, sur le site Bocop. Et on peut, comme ça, pas seulement s'occuper du 100 mètres, mais s'occuper de toutes les courses, de tous les coureurs. Le modèle est assez solide. Et il repose sur quoi ? Sur la donnée de 4 nombres, que j'ai pour l'instant un peu passé sous silence pour le 100 mètres, qui sont donc la valeur de VO2 max, le stock d'énergie au départ, le paramètre taux, que les entraîneurs appellent l'économie de course, qui est liée à la vitesse au temps que je mets à atteindre ma vitesse maximale, et puis à Fmax, ma force de propulsion maximale, qui évidemment n'est pas la même pour quelqu'un de pas entraîné et pour le champion. Donc ça nous fait 4 paramètres qu'il faut déterminer pour avoir après accès à la valeur numérique de toutes nos fonctions. Alors, juste pour vous montrer ce qu'on sait faire, donc supposons qu'on les connaisse, ces paramètres pour un coureur. Voilà, pour compléter votre connaissance de la course à pied, comment on court un 400 mètres. Donc la vitesse, c'est en haut à gauche. Le 400 mètres se court avec une forte accélération, une vitesse quasiment constante et une décélération de vitesse. La force de propulsion, donc elle part à la force maximale et elle décroît. La VO2 sur un 400 augmente et diminue, et l'énergie, elle, diminue jusqu'à ce qu'on ait utilisé les stocks. En revanche, un 1500, c'est plus du tout le même profil de course. C'est ce que je vous disais en début de conférence. Le 1500 se court avec une accélération initiale, classique. On maintient sa vitesse pic un certain temps. Et ensuite, on a une vitesse de croisière qui est inférieure avant le sprint final. Donc, au niveau de la force maximale, on a une force maximale mise en début de course et en fin de course, qui n'est pas le cas du 400 ou du 100 mètres. Toutes les courses jusqu'au 100 mètres, on met la force maximale en début de course et on a une force qui décroît. Un 1500, on va remettre la force maximale en fin de course. Sachant que la courbe de VO2 qui s'appelle sigma est-elle très différente, puisqu'on atteint la VO2 max sur un 1500, on y reste et la VO2 va diminuer en fin de course. Voilà, donc on a accès à un certain nombre d'informations sur la façon de courir qui sont totalement cohérentes avec la façon dont les champions courent. Alors évidemment, la question qui s'était posée, c'était le modèle est-il fiable ? Est-ce qu'il correspond vraiment à la façon de courir ? Parce que même si je vous dis effectivement il court comme ça, vous allez me dire d'accord, mais prouvez-le-moi qu'il court comme ça marche sur le 100 mètres, mais c'est peut-être un coup de chance sur le 100 mètres. Donc la réponse c'est non, c'est pas un coup de chance, c'est-à-dire qu'on arrive à fitter, alors là j'ai oublié d'écrire, on est ici sur des 400 mètres des Jeux Olympiques de Londres, homme à gauche, je crois. Non, pardon, il y a hommes et femmes. Alors, ceux qui courent le plus vite, c'est les hommes. Donc, c'est hommes à droite et femmes à gauche. Donc, toujours pareil. Les carrés rouges, ça correspond au temps de passage. Les étoiles bleues, c'est nos simulations. Donc, voilà, le 400 mètres, je vous l'ai montré tout à l'heure. Le 800 mètres de Rudisha aux Jeux de Londres, donc le 800 mètres se court de manière un petit peu différente. Je n'avais pas le temps d'entrer ici dans le détail, mais les discussions avec Martin ont été utiles, savoir comment est-ce qu'on courait un 800 mètres et comment adapter le modèle au départ pour coller à la physiologie. Alors, j'insiste, s'il y a ici des spécialistes de course à pied, vous allez me dire « Ah oui, mais le 800 mètres, il y a des courses qui partent décalées, donc il faut rattraper celui qui est devant, il y a le couloir, il y a le virage, etc. etc. »
Alors là, sur Rudisha, c'est très simple. Rudisha, il part en tête, il fait sa course en tête. Donc, il n'y a pas d'effet du voisin qui essaie de le doubler, etc., etc. Ça, c'est quelque chose auquel on réfléchit. Je vais vous en dire un mot tout à l'heure. Mais les choix des courses, ce n'est pas forcément les dernières, mais c'est à chaque fois des courses où le coureur a fait sa course en tête et où on pense qu'on n'a pas à se préoccuper du fait qu'il y a peut-être le voisin qui va essayer de le doubler. Donc aussi, on a vérifié qu'on ne faisait pas que le champion. Donc là, c'est des données de champions régionaux de Provence où il y avait, alors c'est des gens qui ont couru avec un système pour calculer la VO2 et on est aussi assez proche de leur course. Alors, la question fondamentale qui se pose, parce que je vous ai dit, ok, j'ai 4 paramètres, je les rentre dans mon code et je calcule. Mais ces paramètres, comment je les détermine ? Puisque la VO2 max, il y a des tests pour déterminer la VO2 max, mais votre énergie initiale, votre force de propulsion maximale, votre paramètre taux, sauf si vous avez une idée géniale, moi, je ne sais pas vous dire quels sont vos paramètres comme ça, à partir de rien. Donc la question était, est-ce qu'à partir de juste de données de course, on peut déterminer ces paramètres pour un coureur ? Alors la réponse est oui. Donc j'ai eu 7 élèves à Polytechnique qui ont passé 1 an sur un projet comme ça où ils travaillaient toutes les semaines pour essayer de comprendre ça. Ils y sont arrivés. Donc ils se sont séparés en 2 parties. Il y a ceux qui couraient et mesuraient et puis il y a ceux qui travaillaient devant l'ordinateur. Il y a ceux qui filmaient aussi, parce qu'il fallait prendre les mesures. C'était important d'avoir de bonnes mesures, de bien réfléchir à est-ce que je mesure avec la montre Garmin, est-ce que je mesure avec la vidéo, est-ce que j'ai une erreur de parallaxe ? Enfin voilà, il y a un certain nombre de questions qui se sont posées pour déterminer de façon extrêmement précise les temps de passage. Et finalement, on est arrivé à une publication où on a un protocole. Donc, pour un individu lambda, on lui demande... Alors, il faut que ce soit un individu lambda qui sache courir, c'est-à-dire qui ait un peu une sensation de comment est-ce qu'on court bien. C'est-à-dire que si je vous demande de faire un 80 mètres et vous partez en trottinant, c'est sûr que le protocole ne va pas marcher. Donc, il faut quelqu'un qui soit déterminé et qui ait une certaine notion de comment on court. Mais donc, on fait courir un 80 mètres, un 1500 mètres, on prend des temps de passage, on met tout ça dans le code... Et le code arrive à déterminer, alors il a fallu quand même un peu de travail, arrive à identifier les paramètres. Et une fois qu'on a ces paramètres, évidemment, l'intérêt, c'est qu'on peut déterminer comment on court pour l'individu donné A, toutes les distances, ou on peut surtout déterminer comment il doit faire pour s'améliorer. Donc, quels sont les meilleurs paramètres à développer pour qu'il améliore sa performance en fonction de ses intentions ? Alors, c'est là où on arrive à des choses intéressantes. Donc, on a fait varier à peu près de 10% les 4 paramètres principaux qui sont la force de propulsion, la VO2 max, le temps d'économie de course et le stock d'énergie anaérobie pour voir en quoi ça a joué sur la performance. Alors, donc, le premier, c'est la force de propulsion maximale. On voit que sur le temps final, ça joue très peu, c'est-à-dire que vous faites varier. Donc on a quand même 20% d'écart, d'accord, entre le Fmax à 0 à 8 et le Fmax à 12. Donc on fait 10% autour de la valeur moyenne. Donc on a un temps final qui est quasiment identique. Par contre, qu'est-ce qui se passe si on fait varier la force de propulsion ? Pardon, j'ai oublié de vous préciser, c'est un 1500, ça. Donc qu'est-ce qui se passe si on fait varier la force de propulsion ? Plus la force de propulsion est élevée, plus le coureur va être capable d'accélérer fort, mais par contre, sa vitesse de croisière reste la même, et plus il va être capable d'accélérer fort en fin de course. Alors, ceci dit, c'est intéressant, parce que s'il est capable d'accélérer très fort, il va être capable de passer devant. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas battre le record de façon sensationnelle, mais par contre, il va finir premier, ce qui est quand même intéressant dans un certain nombre d'événements. Si on regarde maintenant taux, donc c'est l'économie de course, c'est le paramètre qui va déterminer à quelle vitesse je suis capable d'accélérer. On voit que plus taux est petit,
moins je vais être capable d'atteindre une vitesse élevée. Plus taux est grand, plus je vais être capable d'atteindre une vitesse élevée. Et c'est vrai pour la vitesse pic à laquelle j'accélère, mais aussi pour ma vitesse de croisière. Donc effectivement, c'est assez logique. Plus j'ai des articulations ou une façon de courir où j'ai mis des vêtements qui me freinent ou je ne sais quoi, plus j'ai un frottement qui est important, moins je fais un bon temps. Et là, on est quasiment proportionnel. Enfin, c'est-à-dire si je perds 10% sur mon temps final, si je mets 10% de frottement de plus. Donc ça, on ne surprend personne en disant ça. C'est tout le monde, enfin, on pouvait s'y attendre, disons. Donc la VO2, pareil sur la VO2. La VO2, c'est la capacité respiratoire. Ça ne joue pas sur le début de course, puisque le début de course se fait en anaérobie. En revanche, ça joue beaucoup sur la vitesse moyenne à laquelle on court. Et donc, si ça joue sur la vitesse moyenne à laquelle on court, ben, ça joue énormément sur le temps final. Donc ça, c'est bien connu. Plus le coureur a une VO2 max élevée, et plus il est capable de courir vite. Donc, à la fois, c'est une évidence, mais en même temps, on voit que le modèle mathématique nous permet d'avoir des informations intéressantes. Enfin, le stock d'énergie anaérobie, donc c'est la quantité d'énergie interne que j'ai pour faire ma course. Donc on voit que là, à nouveau, ce n'est pas quelque chose qui joue énormément sur le temps final. En revanche, ça joue beaucoup sur la façon dont je vais me placer en début de course. C'est-à-dire, plus j'ai un stock d'énergie petit, moins je vais être capable d'atteindre une vitesse élevée en début de course, et je vais tout de suite me mettre à ma vitesse de croisière. Plus j'ai un stock important, plus je vais pouvoir rester à ma vitesse pic avant de me mettre à ma vitesse de croisière. À nouveau, cas du coureur qui va être capable d'aller se placer devant parce qu'il accélère très fort, plus fort que ses voisins, quitte à après avoir à peu près la même vitesse. Donc le modèle que je vous ai présenté est un modèle pour un coureur. Nous n'avons pas pris en compte pour l'instant les effets de deux coureurs. En revanche, cette variation des paramètres permet d'avoir une indication sur la stratégie de course, c'est-à-dire comment je dois placer mon effort, comment je dois utiliser mes ressources pour faire le meilleur temps par rapport à ma physiologie. Nous réfléchissons en ce moment au côté psychologique, dépassement, je cours à deux, etc., etc. Alors, en discutant avec des physiologistes, ils m'ont dit « Mais comment vous pouvez mettre la psychologie en équation ? C'est pas possible !» Donc la réponse est oui, moi j'y crois. C'est-à-dire que, je me permets de le dire parce que je suis sur un public, j'espère, réceptif à la chose. Qu'est-ce qui se passe ? Quand je cours, si je cours derrière quelqu'un, il y a un premier phénomène qui consiste à dire je vais essayer de m'accrocher. Donc si je m'accroche, si je cours finalement pareil que la personne devant moi, je n'utilise pas autant ma réflexion, mon énergie, pour savoir comment je cours. Donc j'économise. C'est pas juste je suis derrière. Alors en vélo, il y a quelque chose de différent parce qu'ils sont à grande vitesse. C'est à vélo, je me mets derrière parce que j'ai moins de vent. En course à pied, sur un 1500 mètres ou comme ça à 7-8 mètres par seconde, l'effet du vent, l'effet de je me protège derrière quelqu'un n'est pas du tout du même ordre. Par contre, l'effet de je m'accroche psychologiquement et je me mets à la même vitesse et je décide que par contre je suis en train de gagner des forces et je doublerai plus tard, ça c'est quelque chose qui peut se mettre en équation avec un terme qui va diminuer le frottement. Alors toute la question en ce moment c'est qu'on n'arrive pas à vraiment comprendre qu'est-ce qui va faire. Donc le fait, il y a aussi le fait de dire je suis motivé ou je ne suis pas motivé. Vous avez passé des concours, je pense que vous êtes conscient que la motivation est importante. C'est-à-dire, si vous arrivez le matin de vos Olympiades en pensant à vos prochaines vacances, vous réussirez probablement moins bien votre épreuve que si vous vous dites « j'ai vraiment envie, je mets toute ma force, etc. etc. » Bon, pour avoir été, alors pas à votre place parce que moi je n'ai pas passé les Olympiades, mais enfin avoir passé des concours à une époque, je me dis que le coureur, le champion, il est dans une situation comme ça où il va se dire « là, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de gagner ma course ». Et ça doit changer la performance par rapport à celui qui est moins motivé.
Donc on est en train de réfléchir à comment mettre ça en équation, avoir une espèce de stock d'énergie de motivation et être capable de mettre ça dans les équations. Donc je suis en train de faire les simulations. Évidemment, on ne convaincra personne si on n'a pas des simulations de courses qui sont complètement compatibles avec ce qui s'est passé dans une course. Donc on travaille à ça. Donc une autre remarque, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça donne quand même une indication intéressante sur quels sont les paramètres à travailler à l'entraînement, quels sont les paramètres pour un jeune qui a 14 ou 15 ans et qui vise un certain temps 10 ans après, sur quoi est-ce qu'il faut qu'il joue, dans les directions qui peuvent être intéressantes. Évidemment, c'est ce que je vous avais dit au début. On a commencé par la course à pied parce que c'était le sport le plus simple, entre guillemets, du point de vue de la dynamique. En revanche, traiter tous les sports d'endurance est faisable. Il suffit d'aller chercher les bons termes biomécaniques pour prendre en compte le principe fondamental de la dynamique, avec tous les frottements aéro, la glisse, etc., en fonction du sport, donc que ce soit le cyclisme, l'aviron, le ski de fond, le patinage de vitesse, la natation, etc., etc. La natation, il y a un petit souci, c'est sur le retournement, parce qu'autant on peut prendre en compte les virages, mais le retournement est quelque chose qui me paraît encore un tout petit peu complexe à mettre en équation. Voilà, là, je conçois que même si ça m'intéresse, on ne peut pas parfois tout mettre en équation facilement. Alors, donc, souvent on me pose la question de pourquoi est-ce que je me suis intéressée à cette question, parce que moi je travaillais au départ sur la physique des basses températures, donc à moins de 273 degrés, déterminer les tourbillons dans les atomes froids. Et comment je suis venue à m'intéresser à la course à pied, qui n'est pas la chose la plus standard pour un mathématicien ou une mathématicienne. Alors en fait, je dirais c'est la curiosité. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que les mathématiques fournissent une boîte à outils phénoménale. Et je dirais bien les mathématiques et non pas juste les mathématiques appliquées. C'est-à-dire qu'il y a des gens depuis des siècles qui travaillent à développer des outils, des théories, sans forcément penser à une application. Et je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade de développement où il y a des outils très performants qui ont été développés et où on ne sait pas forcément, où on les a appliqués à certaines choses, mais on n'est pas conscient qu'ils peuvent avoir également d'autres applications dans d'autres domaines. Donc moi, j'ai toujours travaillé sur la minimisation d'énergie. L'énergie humaine, c'est très différent de l'énergie des atomes froids. Et pourtant, derrière, il y a des mathématiques qui sont, des outils mathématiques qui sont semblables. Et donc, la raison pour laquelle j'ai commencé ça, c'était vraiment la curiosité. C'est-à-dire que je suis tombée par hasard sur un livre de physiologie de l'exercice qui disait pour comprendre la physiologie humaine, il suffit d'utiliser 3 types de fonctions. Toutes les fonctions puissances, c'est-à-dire x, x au carré, x puissance 3, x puissance 4, x puissance 5, etc., x puissance n. Les fonctions, les inverses de puissance, 1 sur x, 1 sur x carré, 1 sur x3, etc., 1 sur x puissance n. Et les fonctions exponentielles. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu, vous le verrez l'année prochaine. Mais voilà, le livre commençait comme ça, avec toutes ces fonctions qui sont globalement des fonctions qu'on connaît en fin de terminale. On peut comprendre toute la physiologie de l'exercice. Et là, je me suis dit, les mathématiques, en tout cas mon domaine des mathématiques, le calcul des variations, les équations aux dérivées partielles couplées, doivent permettre d'écrire, non pas de déterminer les fonctions elles-mêmes, mais d'écrire des équations qu'on ne comprend pas forcément, qui ne permettent pas de résoudre explicitement ces fonctions, mais qui permettent d'avoir un problème qui, lui, est bien posé par rapport à la physique, par rapport aux phénomènes qui nous entourent. Et donc, je me suis mise à réfléchir à quel est le bon modèle, quelles sont les bonnes équations qui correspondent à ce qui était raconté dans ce livre, qui reposait sur des mathématiques vraiment extrêmement simplistes. Et c'est comme ça qu'en 5 ans, parce que ça ne s'est pas fait tout de suite, je n'ai pas lu le livre et puis j'ai écrit les équations, au bout de 5 ans, en réfléchissant, en essayant de comprendre, en discutant avec des gens variés, finalement, il y a des résultats qui sont apparus.
Donc la curiosité est vraiment une qualité qui est très très importante, je dirais, dans la vie, qui permet de comprendre un certain nombre de choses autour de nous. Et je rajouterais qu'il ne faut pas juste de la curiosité et on découvre tout par soi-même. Il y a quelque chose qu'on a tendance à négliger parfois aujourd'hui, ou quand on écoute, je dirais, un certain nombre de discours. Il faut travailler. Il faut apprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'être curieux, c'est très important, mais être curieux, si on ne sait pas grand-chose, on a du mal à relier des théories entre elles ou à relier des phénomènes entre eux. Je pense qu'il y a beaucoup de choses très différentes qui s'expliquent par des équations semblables, mais tout ça, on ne peut le comprendre et on ne peut y avoir accès que si on a appris énormément. Donc, je vous remercie de votre attention et je ne peux qu'en vous encourager à 2 choses. Continuez à apprendre beaucoup. Ça rend heureux d'une part et ça permet de comprendre beaucoup de choses. Et soyez curieux jusqu'à la fin de votre vie. Bonne continuation à tous.